Alors, un peu de culture générale. Donc en physiologie, ça vient du grec physis, qui veut dire la nature, et logos, l'étude, la science. Donc en fait, ça va s'intéresser au fonctionnement, à l'organisation mécanique, physique et biochimique des organismes vivants. La pathologie, toujours du grec, pathologia, c'est l'examen des passions, c'est-à-dire l'étude des maladies, leur étiologie, la physiopathologie. Mais comment ça marche? Donc la physiologie de la lactation, en fait, c'est la lactogénèse. Elle commence dès la grossesse avec la lactogénèse 1, c'est-à-dire que les hormones de la grossesse vont entraîner le développement des alvéoles et un développement vasculaire, puisque chaque alvéole va avoir son petit vaisseau. Ça se prépare jusqu'à l'accouchement. Et au moment de l'accouchement, en fait, la chute des hormones placentaires va permettre la lactogénèse 2, à savoir la montée de lait. Et donc, elles vont devenir efficaces. La régulation de la lactation se fait par deux mécanismes. La régulation se fait de manière endocrine et centrale, ou autocrine et locale. La régulation endocrine et centrale est déclenchée en fait par la succion, c'est-à-dire que le bébé au sein va étirer des récepteurs nerveux au niveau du mamelon et de l'aréole. Ça va envoyer un message nerveux au cerveau, à l'hypothalamus plus précisément, et l'hypothalamus va donner l'ordre de sécréter les hormones de la lactation. C'est ce qu'on appelle le réflexe neuro-hormonal. Ce mécanisme est complexe. Il va aboutir à la sécrétion de deux hormones principales, la prolactine, pour la synthèse et la sécrétion. Donc la prolactine, c'est elle qui s'occupe de la fabrication des constituants du lait. Il faut savoir que la prolactine a un pic de sécrétion 45 minutes après la tétée et que sa production est quand même plutôt nocturne. Donc il y a du gain à ce que les femmes donnent le sein la nuit. L'ocytocine s'occupe de l'éjection du lait à l'intérieur des alvéoles. Donc les sages-femmes connaissent bien l'ocytocine, c'est elle qui s'occupe des contractions. Et là, en fait, elle va s'occuper des contractions des cellules myoépithéliales des alvéoles. Elle va donc envoyer le lait dans les canaux galactophores. La régulation autocrine est locale. Chaque alvéole va fabriquer du lait dès qu'elle va être vidée. Donc ça veut dire que cette sécrétion, synthèse, va se faire en fonction des transferts du lait. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ça va réguler à court, moyen et long terme le volume de lait produit. Et donc la réponse va être adéquate en fonction des sollicitations du bébé. En clair, pour avoir du lait, il faut que la tétée au sein soit efficace et fréquente. Cette synthèse est régulée indépendamment et localement dans chaque sein. Il y a une notion de capacité de stockage qui va jouer sur le rythme des tétées. La capacité de stockage, c'est la quantité de lait qui va être disponible à l'instant T dans le sein. Plus il y a de lait, plus le bébé va pouvoir en prendre en une seule fois. Moins il y a de lait, plus il va y revenir souvent. Donc ce n'est pas la capacité à produire du lait, mais la capacité à stocker le lait. Une fois la lactogénèse 2 lancée, tous les facteurs comme la fréquence, la durée des tétées, l'efficacité des tétées, le comportement du bébé au sein, est-ce qu'il est endormi, éveillé, les compléments, les crevasses, les douleurs, si elle a mal, les obstacles mécaniques qui limitent la quantité de lait prélevé vont retentir sur le drainage des seins. Or, un mauvais drainage du sein risque d'entraîner un engorgement, qui risque d'entraîner une mastite, qui risque d'entraîner un abcès. Alors, comment ça se passe quand tout va bien? Physiologiquement, le lait n'est pas stérile, donc ça circule. Il y a des bactéries sur les parois des canaux. Ces bactéries ont comme caractéristique d'être principalement des staphylocoques, des streptocoques, mais aussi des bactéries lactiques et en moindre quantité des bifidobactéries ou des entérobactéries. Leur caractéristique, c'est que la population est hétérogène, la concentration est faible et il y a peu de variétés dans les espèces. C'est vraiment le reflet du microbiote mammaire, c'est-à-dire de la glande mammaire, et non pas une contamination cutanée comme on le croit souvent. Donc la suite de l'exposé est basée sur l'étude qu'ont fait Contreras et Rodriguez sur l'étiologie et l'épidémiologie des mastites chez les mammifères. Donc il y a les femmes et les autres, donc les vaches, les chèvres, etc. Alors, le microbiote mammaire joue un rôle dans l'équilibre de la glande mammaire et joue un rôle également sur le développement du système immunitaire néonatal.
Pourquoi il est là? C'est vraisemblable, enfin, on sait que c'est lié au cycle entéromammaire, c'est-à-dire que les bactéries de l'intestin maternel vont migrer dans la glande mammaire. Ces bactéries vont avoir une activité bactériostatique, c'est-à-dire qu'en fait, dans la glande mammaire, c'est le premier qui est. Donc, ces bactéries-là vont occuper le terrain, c'est elles qui gagnent la compétition. Et elles vont produire des composés antimicrobiens comme la bactériocine, des acides organiques, du peroxyde d'hydrogène, qui permettent de stabiliser cette population microbienne. Là, en majorité, il y a des staphylocoques epidermidis et des streptocoques. Il faut savoir que cette population bactérienne est stable dans le temps pour un même individu. Alors, du microbiote sain à la mastite. Qu'est-ce que c'est que la mastite? C'est une diminution du microbiote maternel normal au profit d'une population bactérienne pathologique et qui va induire des changements biochimiques et immunologiques dans la glande. Ce sont ces changements qui vont donner des signes cliniques. Il faut savoir que le staphylocoque epidermidis est un hôte commensal habituel de la peau et des muqueuses. Il prévient la colonisation par des germes pathogènes, mais il peut être aussi, on va dire, coquin. C'est-à-dire qu'il peut améliorer la résistance du Staphylococcus aureus aux antibiotiques en lui transférant des éléments génétiques. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, donc nous allons passer un peu vite. Mais 40 à 50% des mastites infectieuses sont dues au Staphylococcus aureus. Le rôle des probiotiques dans la prévention ou dans le traitement des débuts des mastites est en cours d'évaluation. Les autres bactéries, il peut y avoir des corynebactéries, difficiles à mettre en évidence. Elles sont sûrement sous-diagnostiquées. Les Escherichia coli, les Klebsiella, les entérobactères, 3% des mastites. Le Candida albicans est très rarement mis en évidence. Mais qu'est-ce qu'une mastite? Il faut déjà savoir que c'est une des principales causes de sevrage et c'est une inflammation de la glande mammaire. Elle va altérer la composition du lait et réduire la quantité de lait produite. Il y a deux types de mastites, la mastite non infectieuse, avec des symptômes locaux modérés, donc engorgement, douleur, souvent pas de rougeur. C'est encore au stade de la supposition, mais on pense qu'elle serait liée au staphylocoque coagulase négative, dont le staphylocoque epidermidis. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas si non infectieuse que ça, quoi. La mastite infectieuse, avec des symptômes locaux, engorgement, douleur, rougeur et systémique. Elle est plus fréquente dans les 8 premières semaines d'allaitement, avec un pic les 4 premières. Elle est plutôt unilatérale. Elle est plus fréquente dans le cadran supéro-externe. Il y a souvent des crevasses. Ça conduit à un abcès dans 0,4 à 0,5% des cas dans leur étude. Par quel mécanisme la colonisation va se transformer en infection? La cause exacte du passage est encore méconnue. Elle est vraisemblablement multifactorielle. On va passer en revue tous ces facteurs. Les facteurs microbiens, donc en fait les interactions entre le système immunitaire de la femme et les éléments pathogènes, comme l'expression des facteurs de virulence de certaines bactéries, la formation de biofilms qui vont servir notamment de substrat au Candida albicans, l'expression de superantigènes, des résistances microbiennes. Tout ça conjugué va expliquer la récurrence et la chronicité des conditions infectieuses. Les facteurs médicamenteux, l'antibiotique prophylactique est un facteur de risque fort à cause de la sélection des staphylocoques résistants et de l'élimination des potentiels compétiteurs. Or, cette antibiothérapie thérapeutique, par exemple, a lieu fréquemment lors des césariennes. Les facteurs biologiques, oligosaccharides, antioxydants, polyamines, etc. Les facteurs environnementaux, tout ce qui entraîne une stase de lait. Donc en général, c'est la conduite pratique non appropriée de l'allaitement, avec des fréquences et des durées de tétée pour rythmer le bébé, donc pas en fonction du bébé, mais pour le rythmer, pas la nuit ou un temps déterminé. L'espacement des tétées à cause de douleurs qui entraînent des crevasses, ces douleurs pouvant être dues notamment à un frein de langue, un torticolis, une mauvaise position, etc. L'utilisation d'un bout de sang en silicone qui va diminuer d'à peu près 30% le drainage du sein. Le port de vêtements ou soutien-gorge serré qui vont appuyer sur la glande et l'empêcher de se vidanger. L'utilisation de crèmes, y compris les antifongiques. Les piercings du mamelon ou de l'aréole. Les facteurs environnementaux ont aussi noté un âge maternel
supérieurs à 35 ans et des antécédents de mastite. Il semblerait que le niveau socio-économique élevé, le niveau d'éducation élevé, la reprise du travail à temps plein sont des facteurs également importants dans l'arrivée d'une mastite. C'est cependant à relativiser avec un meilleur report puisque ce sont des patientes qui vont consulter. Dans les facteurs génétiques, quand on note le statut HLA, les antigènes de Lewis, des maladies auto-immunes de la thyroïde, il y a des facteurs immunitaires avec le recrutement des neutrophiles, les cytokines et enfin éventuellement le tabac. Alors qu'est-ce qu'une mastite ? Il va y avoir une inflammation de l'épithélium mammaire, une réduction du flot de lait, un développement des bactéries avec un développement qui va être avec une population donc homogène, des obstructions, des rétentions de lait, éventuellement un canal bouché, voire une obstruction. Ça va donner des douleurs aiguës à type de coup d'aiguille, c'est ce qu'ils ont voulu représenter avec la flèche rouge. Ça a un impact fort sur l'allaitement avec un retentissement sur sa durée. C'est donc, avec un C, un problème de santé publique. La complication de la mastite, c'est l'abcès. Donc en premier lieu, il va être indispensable de chercher à comprendre l'étiologie ou les étiologies de la mastite afin d'en traiter la cause ou les causes et d'éviter au maximum d'en arriver là.